C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire aujourd'hui, comment mieux inclure les personnes des communautés queer dans les sports étudiants? 2 livres, 2 lectures de vacances peut-être à la chronique Elle comme dans Lire. 2 chanteurs queer, 2 suggestions musicales de vacances à la chronique Arc-en-ciel musical. Et puis, réservez tôt pour mieux voyager. Là, on parle pas de vacances d'été, mais d'hiver et misère. Me voilà qui parle d'hiver, alors que l'été ne fait que commencer. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bonjour, bonsoir tout le monde. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous souligner que Interling vient de recevoir 930 000 $ pour l'aider à garder sa ligne de nuit, son service de nuit pendant 3 ans. Vous savez que la ministre Martine Biron avait promis de financer cette ligne de nuit sur nos ondes. Eh bien, elle tient promesse. Intégrer ou mieux inclure les personnes de nos diversités dans le sport étudiant, c'est un peu du sport amateur aussi, là. Et c'est quand même une question qui est d'actualité et le réseau, le RSEQ, qui est le réseau du sport étudiant du Québec, se penche là-dessus. Et pour en parler, on reçoit son président et directeur général, Gustave Roel. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Alors, on a une tradition ici, on demande toujours à tout le monde quel prénom et quel accord ils utilisent ou elles utilisent. Donc, c'est Gustave Hill. Et voilà. Bien, tout d'abord, Gustave, ce que je trouve intéressant dans votre proposition, vous vous penchez sur une question qui est quand même très d'actualité puis quand même importante. Alors, d'abord, avant d'aller là, le RESQ ou le RSEQ, c'est quoi? Dans le fond, c'est une organisation qui s'occupe de tout ce qui est sport et saines habitudes de vie dans les écoles au Québec. OK. C'est plus de 220 000 étudiants et étudiantes au Québec qui font du sport à partir du réseau. Donc, 1 sur 5 à l'école fait partie du réseau du sport étudiant. C'est du monde. C'est beaucoup de monde. Tout à fait. Et on essaie de contribuer à la réussite éducative de ces élèves-là par le sport. Donc, vous êtes dans l'actualité. On en parle beaucoup depuis quelques années, d'inclure donc les personnes des communautés. Alors, nous, on a un terme qu'on utilise ici, 2 LGBTQIA+, parce que le 2, c'est pour les personnes bispirituelles. Puis, j'utilise plutôt queer parce que ça rend la chose plus facile. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions d'inclusion dans le sport étudiant? Dans le fond, c'est qu'on a profité de la pandémie. Donc, il fallait trouver quelque chose de positif à ce moment-là. Ah ouais, il faut trouver du positif à la pandémie parce que, mon Dieu, que ça ne l'a pas été. Tout à fait. Donc, le réseau était complètement arrêté. Il n'y avait pas de sport à l'école à ce moment-là. Non, Donc, fait, oui. On a profité pour mettre des tables de concertation, pour justement se pencher sur 4 enjeux, notamment sur la communauté LGBTQ, mais également sur le racisme au Québec, sur la place des femmes dans le sport et les gens avec l'imitation. Donc, c'est 4 chantiers complètement différents. Et on a profité de l'occasion pour réunir plus de 260 personnes qui ont pris le temps de réfléchir sur les enjeux. 260 personnes, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Oui. Hein? Puis ce sont qui ces personnes? Des étudiants, des instructeurs, instructrices, c'est ça? Dans le fond, on l'a fait de tout acabit. Il y avait autant des gens qui venaient du réseau du sport étudiant, mais également des organismes qui étaient intéressés par un des 4 chantiers. L'idée était de permettre de faire un meilleur constat de c'est quoi la difficulté, les enjeux en lien avec justement la participation des gens de LGBTQ. Alors justement, nous, on s'intéresse beaucoup à ces communautés-là, LGBTQ. Quels sont les constats que vous avez faits dans le sport étudiant? Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage parmi des étudiants donc de 14 ans et plus jusqu'à l'universitaire, plus de 6 000 répondants qu'on a reçus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une constance qui se ressortait dans les 4 chantiers, c'est que la place des femmes, dans le fond, a un impact encore plus important dans les 4 chantiers. Donc, quand on parle de volet transversal, c'est beaucoup ressorti. Donc, par exemple, une femme a beaucoup plus d'enjeux au niveau du racisme au Québec, mais également au niveau de tout ce qui est l'acceptation sur LGBTQ également. Donc, ça, c'est un élément important qui est ressorti de la consultation. Également, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les jeunes nous demandaient d'intervenir. On avait, je dirais, une prémisse à la base de dire plus de réglementation, plus d'encadrement, et c'est pas ce que les jeunes nous demandent. Ils nous demandent plus de formation, plus d'éducation, plus, dans le fond, rendre la chose plus normale pour tout le monde. Donc, c'est un peu l'approche qui se retrouve dans notre plan d'action.
Ouais, souvent, de faire des interventions au niveau de la sensibilisation, au lieu d'aller directement avec des lois, des règles, ça marche mieux, on dirait. Hein? Ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça que les jeunes nous demandent présentement. Ouais. Donc, pour nous, c'est encore plus intéressant, puisqu'on colle au monde de l'éducation. Le réseau du sport étudiant est dans le domaine de l'éducation, donc ça va bien à ce moment-là. J'aimerais quand même revenir là, concrètement. Oui. Qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce qu'il y a des discriminations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont signalées par les répondants au niveau des communautés queer? Tout à fait. On avait déjà un peu cette information-là, je dirais, avant la pandémie. À travers le sondage, effectivement, ces données-là ressortent. On parle environ d'un jeune sur 5 qui se sent discriminé pour toutes sortes de raisons. L'idée, c'est de voir comment on peut travailler pour réduire cet élément-là. Et je dirais, l'orientation qu'on a essayé de prendre, c'est un peu comme ce qui s'est fait au niveau du port de la ceinture. Hein? Donc, s'adresser aux plus jeunes pour les amener tranquillement à changer, je dirais, la société de demain. Et donc, travailler également avec les fédérations sportives. Vous faites quand même face à... Il y a quand même un mouvement présentement au Québec qu'on ressent depuis la fin de la pandémie. C'est comme si les personnes plutôt anti-vaccins sont devenues des personnes anti-LGBT. En tout cas, ça semble être les mêmes personnes. Comment voyez-vous ça, cet enjeu-là, au moment où vous vous apprêtez à justement à apporter des changements, puis à consulter les gens, puis à trouver des meilleures façons? Écoutez, nous, notre objectif est de répondre à l'ensemble des étudiants au Québec. Il y a des étudiants qui ont des besoins, qu'on regarde cette situation-là de près. C'est pour ça que l'aspect de l'éducation, on trouve ça intéressant, encore une fois, pour l'inclusion. Vous savez, l'inclusion, c'est une chose, l'équité est un autre. Donc, c'est trouver le juste milieu entre l'inclusion et l'équité. Tout à fait. Dites-moi, présentement, là, j'aimerais parler d'enjeux, des enjeux qui nous reviennent régulièrement quand on parle de sport, notamment au niveau des personnes trans. Est-ce que c'est quelque chose qui a été souligné? Par exemple, une personne qui fait une transition homme versus femme, on craint que cette personne-là soit mieux équipée que quand elle fait une compétition avec des femmes. Là. Est-ce que ça revient dans vos discussions? Tout à fait. Et on a des cas concrets qu'on a vécu. Et donc, tout l'élément de réflexion par rapport notamment aux fédérations sportives. Le sport, malheureusement, historiquement, c'est très binaire. Hein? Donc, les hommes ont des standards différents, ont des distances différentes, les femmes également. Donc, tout ça est venu sur la table. Et un des éléments, c'est de voir, est-ce qu'on peut avoir des balises communes d'une discipline à l'autre? Présentement, vous savez, l'athlétisme va le gérer d'une certaine façon, alors que le volleyball complètement d'un autre. Pourquoi? Ouais. Alors, comment on peut trouver des balises communes à travers tout ça? C'est quand même intéressant dans le sport qu'on a souvent dit, c'est le dernier placard où les gens vont... Tout à fait. D'où les gens ne sortent pas, hein, le vestiaire étant le dernier placard. Vous l'attaquez de front. Jusqu'à maintenant, ça fait quand même quelques semaines que vous en parlez. Comment est reçue votre proposition? Je vous dirais que c'est bien reçu par la population étudiante. Bien sûr qu'on reçoit des gens qui ne sont pas nécessairement contents de la démarche qu'on fait. Nous, encore une fois, notre focus, c'est les étudiants. C'est pour ça qu'on fait notre démarche. Donc, faire en sorte que tout le monde puisse retrouver leur place, mais surtout la préoccupation de se concerter dans le milieu. Donc, je reviens à la base sur laquelle les étudiants nous ont ramenés. Plus qu'on aura d'éducation, plus qu'on sera capable de communiquer les informations, c'est plus l'élément qui est demandé par nos jeunes. Parce que vous êtes quand même, vous fiez aussi aux fédérations sportives. Elles sont en train, elles aussi, de revoir comment elles vont gérer ce qu'on appelle le sport binaire avec le sport non binaire. Comment on va faire ça? Là, vous n'avez pas de solution concrète. Vous dites aux gens, là, il faut vraiment... s'éduquer, puis savoir, puis se consulter tout le monde, voir qu'est-ce qu'on va faire. Exact. Dans le fond, on prend un leadership de dire il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Donc, on est parti de cette démarche-là. On a mis en place un comité conseil aussi indépendant qui va venir s'assurer que le travail va se faire. On ne voulait pas faire un rapport ou un plan d'action qui va être tabletté. On voulait quelque chose qui soit concret. Donc, d'avoir ce comité-là va faire en sorte qu'on va aller de l'avant. Donc, le réseau prend le leadership d'asseoir l'ensemble des partenaires qui ont des besoins comme nous, dans bien des cas d'apprentissage. Vous savez, les fédérations ont quand même un défi important. Ils sont en lien avec une fédération canadienne, avec une fédération internationale. Les balises partent souvent de ce volet-là. Alors, comment faire ce pont-là vers la grande majorité de nos jeunes qui n'iront pas au niveau international? Tout à fait. Avec qui fonctionnez-vous? Là, vous parlez de vos partenaires au niveau des écoles, vos partenaires au niveau des fédérations sportives. Est-ce qu'il y a
d'autres groupes? Est-ce que vous faites appel à d'autres organisations, notamment LGBT peut-être? Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire la façon la plus large possible. Encore une fois, on n'a pas l'expertise. On souhaite que les experts puissent s'asseoir autour de la table. Et ça fait partie de notre plan d'action. Donc, quand on parle d'un leadership, c'est d'asseoir les bonnes personnes autour de la table. Donc, pas nécessairement juste des organismes, mais également le ministère avec nous, qui a un rôle à jouer aussi sur la suite des choses. J'avais vu le nom d'Interling, peut-être, avec qui Tout vous à fait. Oui. Interling fait partie de notre comité conseil, donc on l'a invité à venir siéger. Bien sûr que Interling a je dirais, une orientation très spécifique, mais on s'attend à ce que ça nous permette d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous aimeriez voir au bout de tout cela? Je pense que ce que le réseau souhaite vraiment, c'est un changement de société. On ne souhaite que ce soit plus simple pour tout le monde de faire du sport, que ce soit inclusif. Donc, on souhaite vraiment encore une fois, je faisais l'adéquation un peu avec le port de la ceinture, que dans 15-20 ans, ça ne soit plus une situation problématique, que ce soit normal dans laquelle on puisse évoluer en sport. On se posera plus la question quand lorsqu'on demande une entrevue avec quelqu'un, puis on lui dise en début d'entrevue quel pronom et quel accord vous utilisez, ça va devenir une deuxième nature pour tout le monde. Exact. Le sport, est-ce que c'est aussi une façon pour vous qu'on pourra peut-être... Parce que le sport, c'est inclusif habituellement. Hein? Les gens s'installent devant le téléviseur pour regarder le hockey. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est un sport. Le sport, c'est un peu une façon de créer des liens. Exact. Voyez-vous peut-être que le sport pourrait contribuer à améliorer la société? On pense vraiment, sinon on n'aurait pas fait justement cette démarche-là. C'est pour ça, encore une fois, que le réseau, dans sa mission, c'est la réussite éducative. Donc, le sport est un moyen, tout simplement, donc d'être capable de rassembler tout le monde. On voit de plus en plus des activités mixtes, notamment au niveau du primaire. Maintenant, ce qu'on peut faire ce passage-là vers le secondaire fait partie également de toute la réflexion dans le plan d'action. Oui, on voit ça dans les cours d'école, les garçons, les filles et les enfants non-binaires, s'ils s'identifient comme ça, on les voit tous jouer ensemble, il n'y a pas de différence. Exact. Donc, on veut chercher un peu la même chose. C'est sûr que lorsqu'on tombe dans des sports un peu plus de compétition, c'est régi par des fédérations sportives, c'est de la raison pour laquelle on les inclut dans cette réflexion-là. Oui, parce que vous ne pouvez pas changer ça vous-même. On peut le faire au niveau de l'école, mais à un moment donné, si on veut plus loin. Exact. C'est ça. Donc, on va voir des changements à compter de cet automne, vous pensez? Oui, mais le plan d'action nous amène jusqu'à la fin de 2024 et c'est je dirais, un plan assez ambitieux. La première étape, c'est vraiment de mobiliser le milieu pour créer des changements et les changements, on les souhaite le plus rapidement possible. En tout cas, le sport, c'est la santé. C'est bon d'en pratiquer, même quand on est LGBT, c'est même très bon de faire tout le monde. Merci beaucoup à vous encore, Monsieur Gustave Roel, président directeur général du réseau du sport étudiant du Québec. Merci. Merci de l'invitation. En bref. Le sentiment d'insécurité s'est aggravé depuis le début de l'été dans l'est du village à Montréal. Des tenanciers craignent même de devoir fermer leurs terrasses faute de clients. Pourquoi? Martin Barrette, gérant du cabaret Expose, déplore des bagarres qui éclatent à toute heure du jour et de la nuit, des seringues qui jonchent le sol et du vandalisme répété. Tout près, le propriétaire du bar Le Cocktail, Luc Généreux, envisage de fermer sa terrasse qui lui coûte plus cher qu'elle ne lui rapporte. Les problèmes liés à la toxicomanie et à l'itinérance ne sont pas nouveaux dans l'est du centre-ville. Depuis la pandémie, plusieurs reportages ont fait état d'une cohabitation difficile entre les commerçants et la population en situation d'itinérance. En janvier, le magasin Archambault, situé à l'angle des rues Berry et Sainte-Catherine, annonçait qu'il fermait ses portes à raison de l'évolution du tissu urbain autour de la place Émilie-Gamelin. Les employés du cocktail disent avoir peur de retourner à la maison au milieu de la nuit après le travail. L'administration de Valérie Plante a créé une cellule de crise contre l'insécurité sur le terrain. Les résultats tardent toujours à se concrétiser. Source, la presse. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Et c'est en cette dernière émission de la saison, ne vous en faites pas, on revient en septembre, le 11 septembre, mais c'est la dernière chronique de la saison. Je n'ai pas demandé s'il revenait pour la prochaine saison, mais je le fais même en étant en ondes. Notre chronique, donc, Elle comme dans Lire, avec Brian Saint-Louis, qu'on retrouve à Québec. Allô, Brian? Bonjour, Denis Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben là, les vacances s'en viennent là, pour moi. Là, demain, je pars en vacances, ça va me faire du bien. Mais bon, comme je l'annonce là, mais je vais en reparler plus tard à la fin de l'émission. Je vais quand même animer l'émission quotidienne ici pendant l'été, là, pendant 5 semaines. Fait que je ne perds pas le micro pour très longtemps.
Bon, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer vraiment. Ah non, c'est ça. Brian, on a décidé de parler de 2 titres intéressants à la fin de cette saison. Je pense qu'on commence avec Trouble nos ombres ou tu veux commencer par l'autre? Non, on va commencer par Trouble nos ombres, oui. Oui, alors c'est un Euh, fabuleux petit livre que j'ai lu, directrice littéraire Jennifer Bélanger, aux éditions Triptyque. Je te laisse aller avec ça. oui, dans la collection Queer de Triptyque, un livre dont il faut parler, possiblement, entre autres, parce que vous allez peut-être le manquer en librairie. Moi, mon gros point que j'ai à souligner pour ce livre-là, mon Dieu, que la jaquette n'est pas très invitante, la couverture noire et blanche. C'est un livre, il me semble, qu'on pourrait facilement ne pas voir en librairie. Et pourtant, je vous invite vraiment à lire, portez attention à Trouble nos ombres. Trouble nos ombres, oui, c'est un recueil de nouvelles, comme tu l'as dit, sous la direction de Jennifer Bélanger, qui a lancé des perches à différents auteurs pour recevoir des textes. Mhm. Au sujet d'un peu, justement, c'est ça, nos ombres. Elle a demandé de parler de sujets difficiles, d'états d'âme compliqués, des histoires qui semblent pas toujours terminées, des fois même pour les auteurs, dans ce qu'on les lit dans le livre. Donc, des zones de gris, des ombres, des troubles. Euh, et c'est ça, c'est un peu fascinant parce qu'on est quand même en 2023. On se dit parfois, ah, on devrait plus avoir peur de s'affirmer, on devrait plus avoir de tabou, plus de gêne, de parler de notre vraie nature, notre personnalité. Après moi aussi le mouvement, on a l'impression qu'on devrait mieux comprendre les mécanismes d'une relation malsaine, mais la vie, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et ça va donner une collection de textes qui est vraiment très intéressant. On va dans beaucoup de spectres beaucoup de types de relations. On est dans un large spectre. On touche à peu près tous les membres de la communauté, aussi des gays, il y a des lesbiennes, il y a des trans, il y a des bisexuels. Et là, on touche toutes sortes de sujets, justement, où on est un peu dans des zones d'ombre, dans des zones grises, donc des amitiés qui auraient pu être plus, des amours toxiques qu'on n'a pas su éviter, le besoin d'attention qu'on continue d'avoir, même quand on est dans une vie stable, dans un couple rangé, la recherche de soi-même, la recherche de soi-même au travers de l'autre, dans les normes de la société aussi. Ça va dans beaucoup de directions. On parle d'amour lourd, de famille intense, de maladie mentale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière dans toutes ces zones d'ombre-là quand même, dans ce recueil-là. Je pense entre autres qu'il y a un super beau texte à la fin, je voulais te l'écrire, de Sandrine Galland et Mélanie Obom-Sawin. Oui. On parle de 2 femmes qui s'aiment envers et contre tous. Ils ont des problèmes avec leur famille, ils ont des problèmes avec leur vie, mais quand même, elles se choisissent, elles s'aiment et ça finit bien. Oui. Donc, il y a des beaux textes aussi dans ce livre-là. Je pense que le dernier texte aussi, Julie Bossman, en toute fin de recueil, c'est l'histoire d'une femme qui était auparavant hétérosexuelle, qui a eu des enfants, mais là, tout à coup, il y a une femme qui entre dans sa vie. C'est une femme qui est masculine, hors norme. Elle se pose beaucoup de questions, mais à toutes ces questions-là, il y a juste une réponse, c'est « je l'aime ». Et voilà, ils font leur vie ensemble. Donc, un très beau texte. Et comme j'en dis, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Il y a des textes un petit peu plus difficiles. Là, je pense à... Mais difficiles, mais intéressants quand même. Là. Je pense à Care de Justina Uribe, là, qui est vraiment, moi, le texte que j'ai le plus aimé. C'est les mécanismes d'une relation lesbienne toxique. Le personnage principal qui qui se met à travailler pour une grande artiste. Et puis là, un abus de pouvoir. Il y a vraiment une relation malsaine qui se tisse entre les deux. Et le personnage, même si elle comprend dans quoi elle est, n'arrive pas à s'en sortir. Elle se comprend pas vraiment elle-même. Donc, des très beaux textes, des très bons textes, des textes qui chavirent puis qui nous font réfléchir. Beaucoup de gens aussi intéressants qui ont été sélectionnés pour ce recueil-là. Nicolas Dawson, Étienne Bergeron, Martine Delvaux aussi qui est là dans une belle vulnérabilité là, qui continue de cheminer. Bref, des très beaux textes dans ce recueil-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il faut juste passer par-dessus la couverture, justement, et être intéressé par ce livre-là. Je sais que toi aussi, tu l'as lu, Denis Martin, qu'est-ce que Oui. tu en as pensé? Tu me Ben, semblait... moi, ce livre-là, en fait, moi, on me l'a envoyé et quand j'ai vu la couverture, je disais, oh boy, ça avait pas. Ouais. Je me disais, mais c'est tellement drabe. Mais je me suis dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. euh, et vraiment, moi, j'ai trouvé ça très bon. Et ce que j'ai aimé, moi, j'ai aimé les gens qui se sont mis pratiquement à nu, vulnérables. Et j'ai aimé la lumière qui sortait malgré ça, parce que
même s'il y avait de l'ombre, ben, je me disais, je me reconnaissais. Je voyais des choses qui, justement, ce fameux texte de relations toxiques, c'est vrai que c'est un texte qui est dur, mais c'est un texte qui m'a aussi parlé parce que pour avoir vécu plus d'une relation toxique dans ma vie, mon Dieu, je les collectionne ceux-là. Ça m'a parlé, puis je recommande cette lecture-là. Puis juste avant de te replacer, te redonner le micro, là, ce livre va faire partie de l'événement des livres et des paillettes de fierté littéraire avec Barbada. Donc, ça va être le 7, je ne sais pas, je me trompe, le 8 août à 19h. On a le temps de l'annoncer, mais pendant Fierté Montréal. Donc, c'est un des livres qui a été retenu justement parce qu'on a tellement trouvé ça beau. Ben oui, un beau choix. J'espère que ça va donner le goût à plein de gens de le lire. Vraiment intéressant. Puis c'est ça, ça touche tout le monde, Mm. tous les groupes. Et puis, oui, il y a toujours quelque chose dans un texte là, qui nous rejoint d'une manière ou d'une autre. Là. Souvent des petits tabous dont on n'ose pas parler, là, des petits sentiments qu'on a parfois. Là. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, ce livre-là. J'espère qu'il va avoir une belle vie. Chez Triptyque, dans leur collection Queer, sous la direction de Jennifer Bélanger, comme on le disait, Trouble nos ombres. Le prochain Ouais. texte, en fait, le prochain livre est de quelqu'un qui est connu ici à Canalem parce qu'il participe à beaucoup de nos émissions comme chroniqueur, comme invité, Alain Labonté. 3 saisons et un puits de lumière. Oui, ben vous le connaissez peut-être parce comme écrivain aussi, il a eu un très grand succès il y a 8 ans avec son livre Une âme et sa quincaillerie. Il parlait de la maladie mentale de sa mère qui avait eu des traitements d'électrochoc pour faire soigner ça. Donc, il y avait eu beaucoup de succès avec ce livre-là. Deux autres livres aussi qui ont attiré beaucoup l'attention. Il y avait entre autres fait paraître chez Stanké Moi aussi, j'aime les hommes, Oui. un livre de correspondance avec Simon Boulris, qui continue d'avoir une belle vie. J'ai vu l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, que ça allait être réédité, nouvelle impression pour ce livre-là. Donc, ça continue de bien vivre. Qui avait fait Moi aussi, j'aime les femmes avec Penelope McQuaid. Donc, vous l'avez possiblement vu justement, la bonté un peu partout. Là, il nous revient avec 3 saisons et un puits de lumière. C'est l'été. Vous avez peut-être besoin de ce livre léger qui vous fait réfléchir puis qui est quand même très positif, là. Alain Labonté, donc, il va nous parler de sa nouvelle vie dans ce livre-là. C'est une vie qu'il a choisie maintenant, un petit peu moins mouvementée, moins de travail, plus près des gens. Et là, les 3 saisons, ben, c'est premièrement sa mère, qui est à l'hiver de sa vie. On revient un peu là, sur justement son premier livre. Il va nous parler de sa mère, de la vie qu'il a eue avec elle. Il va revenir sur son enfance, de ses grands-parents avec qui il a habité, qui a été dans la même chambre qu'eux pendant quelques années, pendant qu'il était jeune. Donc, il a tissé des liens très spéciaux avec eux. Ensuite, sa mère, qui était comme toujours... toujours à vouloir paraître heureuse, mais qui avait une dépression profonde qui a été traitée pour ça. Donc là, elle vieillit, elle abandonne sa maison, elle dépend de ses enfants. Donc, c'est un peu en écho aussi, là, je trouvais que c'est dans le thème de l'année, là, le documentaire de Danny Turcotte où on parlait de vieillir gay, là, le Ouais. dernier placard. Veut pas, on vieillit tous. C'est des questions qu'on se pose. Là, on se demande comment je vais vieillir, comment je vais être. Qui va être autour de moi quand je vais être malade, quand je vais en avoir besoin. Ça, c'est vraiment le passage le plus intéressant du livre. Là, je vous dirais celui-là, justement, où il parle de sa mère. Ensuite, ben, l'autre saison, ça va être le printemps, l'été. Il va parler d'une relation qu'il a avec l'enfant d'un couple d'amis. Il va l'appeler Bébé Lou et Bébé Lou va devenir grand. Donc, on le suit tout au long de son enfance. Puis là, on voit un peu le désir d'Alain Labonté de collaborer, d'éduquer, de faire de cet enfant-là une belle personne finalement. Donc, il y a un peu un lien générationnel, là, sa mère, lui, l'enfant. Donc là, le bébé loup, il est au printemps, il est à l'été. On comprend, lui, qu'Alain Labonté, ça, c'est un petit peu plus arrivé à l'automne. Et quand on est à l'automne, ben, on se prépare pour l'hiver, on se ramasse, on se replace, on met les choses au bon endroit dans sa vie. Donc, c'est un livre un peu de biographique, sans être, pardon, sans être un livre de croissance personnelle là, ou trop d'émotions. C'est un livre qui est ben, plein d'émotions, qui est quand même direct, réconfortant, plein de bonté, plein de belle énergie. C'est pas dégoulinant là, de sentiments là, pour ceux qui aiment moins ce genre de livre-là, mais c'est un livre quand même qui nous fait réfléchir. C'est un beau moment de lecture. Ça fait réfléchir au temps qui passe, aux gens qui nous entourent, à ce qu'on laisse autour de nous, aux choix qu'on fait, au travail, au temps. Donc, quand même un style assez épuré, assez simple,
Mais un beau roman qui se lit rapidement, puis justement, il faut passer aussi, encore une fois, là, au-delà des préjugés, parfois des livres plus dans l'émotion comme ça, mais lui, j'ai trouvé ça très intéressant quand même. Donc, à découvrir là, ce nouveau livre-là. Si vous avez aimé les précédents, vous allez peut-être aimer celui-ci, justement. Donc, une petite lecture d'été, peut-être à lire sur le bord de la plage au cours des prochaines semaines, qui sait. Ah, ou peut-être sur les bords de la Seine, mais ça, hein, je donne juste un petit indice où je pars demain, là, mais... Brian, ça a été vraiment intéressant d'entendre tes commentaires sur des auteurs, autrices, et nous on dit aussi auteurs de nos communautés qui écrivent soit sur nos communautés ou qui écrivent point, parce que je pense qu'Alain n'écrit pas nécessairement sur nos communautés tout le temps. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien d'avoir ce point de vue sur notre littérature. Mais moi, il va me rester à te dire de continuer tes lectures, d'en avoir tout plein. J'espère. Je te réinvite à l'automne. Alors, clairement, on veut t'avoir avec nous. On va se donner rendez-vous. Justement, c'est ça, l'été arrive, c'est le temps d'en profiter. Ouais. Vous parliez avec votre autre invité tout à l'heure, c'est le temps de bouger, de faire du sport, mais c'est le temps de s'asseoir, de lire des livres. On a fait plein de suggestions pendant la saison, mais oui, il y a plein d'autres livres, des livres moins récents aussi, là, à aller découvrir. C'est toujours intéressant de se plonger dans des histoires qui nous touchent avec des personnages qui sont près de nous. Donc, on a un bel été de lecture devant nous. Pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs pour faire des recherches sur votre animateur d'émission préféré et aller voir ce que Denis Martin Chabot lui-même a écrit comme livre? Ah oui, c'est vrai, j'en parle pas trop souvent, puis je me fais pas trop d'autopromotion ici à l'émission, ça serait pas bien vu, mais effectivement, oui. Je le sais, mais je me permets de dire quand même là, que ceux qui veulent pendant l'été, là, parce que j'avais déjà lu de tes romans quand même, j'avais trouvé ça très intéressant. Ça aussi, c'est des lectures à découvrir, donc allez voir, mais c'est ça, il y en a plein d'autres, bien sûr, donc à découvrir des livres, faut prendre le temps, parce que aussi pour justement les maisons d'édition, les auteurs, ils prennent le temps de parler à nos communautés et c'est bien de leur donner justement et visibilité et lectorat pour que ce courant-là continue parce qu'on a toujours besoin de ces voix-là qui parlent de nous finalement. Donc, de les lire là, comme lecteur, c'est toujours très positif. Voilà. Ben, merci beaucoup, Brian. Merci beaucoup. Ben, on se dit à cet automne. Oui, cet automne. Bonne dernière demi-heure d'émission. Merci. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Alors, juste le temps de vous dire que nous revenons après la pause avec notre chronique arc-en-ciel musicale, 2 chanteurs queer, des suggestions musicales de vacances pour accompagner votre lecture, et puis réservez tôt pour mieux voyager, puis on parle pas de vacances d'été, mais on parle de vacances d'hiver. Ben oui, on est bien de bonheur avec ça. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dernière demi-heure de la dernière émission de la saison quand même. On va revenir en balado et en diffusion radio à compter du 11 septembre. Alors cette deuxième demi-heure, 2 chroniques, on va parler de musique avec Donald Bilodeau, 2 chanteurs queer, des suggestions musicales peut-être pour vos vacances, et on va parler aussi d'autres vacances, mais de vacances d'hiver. Faut-il réserver tôt? Est-ce que c'est mieux? On va en parler donc avec Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Il y a dans tes yeux de la lumière,
l'espoir de pouvoir encore faire l'été au milieu de l'hiver. On ne voit rien de la misère quand les oiseaux volent à l'envers. C'est dans une chambre d'hôpital, traqué par un mal infernal, que tu viens pour te faire la malle, toi dont j'entends le cœur qui râle. Donald Bilodeau, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure qu'on nous écoute. Bonne fin de journée, on va dire ça comme ça. Oui, voilà. À tous. À tous, et à toutes et à tous. Voilà. Bienvenue, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. C'est la dernière chronique musicale, arc-en-ciel musical. Déjà, Et incroyable. Oui, et on vient d'écouter quoi, là? Là, on vient d'entendre une chanson de Jean Guidoni, Oui. qui est un chanteur français. Je vais vous en parler après. Je voudrais juste faire une brève conclusion à notre saison, parce que ça fait déjà depuis septembre que je vous présente des chansons. Ah, le temps passe vite. C'est incroyable, hein? hein? 10 mois déjà. Alors, je faisais l'analyse, la compilation de tout ce qu'on a fait, et on a quand même touché à de nombreux sujets en chanson toujours en chanson francophone. Hein? Oui, c'est un défi, hein, parce que la chanson francophone queer est moins connue que la chanson francophone, la chanson queer en anglais. En anglais, Oui. évidemment. Alors, on a parlé, entre autres, des grands classiques comme Charles Aznavour. Je redis les titres pour que les gens puissent les découvrir. Comme ils disent, de Charles Aznavour ou Fabienne Thibault, Un garçon pas comme les autres. On a parlé de Sortie du placard avec Pierre Lapointe et son maman, papa, et Michel Sardou avec Le privilège. On a parlé de l'homosexualité féminine avec Daniel Messia et De la main gauche. Ah, quel beau- Mécano, le groupe espagnol avec Une femme avec une femme. On a parlé d'homoparentalité avec Linda Lemay et Les deux hommes, la fille aux deux papas de Dave. On a parlé d'amour, bien sûr, avec le chanteur Andy Je t'aime et Pierre Lapointe en duo avec Mika pour leurs 6 heures d'avion nous séparent. On a parlé des personnes trans aussi en chanson, ce qui n'est pas facile de trouver des chansons. Hein? Alors, il y a encore Linda Lemay qui avait fait Mon drame et il y a le chanteur français Alexis HK qui a fait son titre Coming Out. Je vous ai présenté des artistes de France, Emmanuel Moire, Eddie de Préto avec son Kid. Ah, quelle chanson incroyable. Extraordinaire, C'est touchant. Oui, oui. Bi avec Alizé, dont on avait fait quelques petits gags. Si tu te souviens, on s'était amusé. On avait parlé de Zazie avec Adam et Yves. Je vous avais parlé aussi de la Belgique avec notre chère Lara Fabian et La Différence. Et la chanteuse Angèle avec Ta reine. Alors, Revenons à aujourd'hui. Oui. La chanson s'appelle N'oublie jamais qui tu es. C'est du chanteur français Jean Guidoni. Il est auteur du texte alors que la musique est signée par Michel Legrand, le grand Michel Legrand, Oui. avec un artiste avec lequel il a souvent collaboré. Je vais vous parler un peu de Jean Guidoni parce que c'est étonnant de voir, il a quand même presque une 50aine d'années de carrière, de voir qu'il n'est pas vraiment connu au Québec, alors qu'en France, il a déjà fait 16 albums, des compilations, des albums en concert. L'océan est vraiment une frontière Oui. musicale, malgré Internet et malgré nos réseaux sociaux. Pourquoi Michel Sardou est connu et pourquoi Jean Guidoni ne l'est pas? Allons savoir. Ouais. Ben, c'est la même chose, on peut dire le contraire. Hein. Pourquoi Robert Charlebois a été connu en France et Jean-Pierre Ferland presque pas? C'est un mystère. Toujours est-il que Jean Guidoni est né en 1951 à Toulon, en France. Il a donc 72 ans. Il a débuté sa carrière vers 1975, mais c'est avec l'arrivée des années 80 qu'il connaîtra ses premiers succès. Ouvertement gay, il n'hésite pas à le chanter et à chanter aussi tout ce qui entoure ça, surtout à l'époque, la solitude, le désespoir, l'arrivée du sida, évidemment, et la mort. Oui, on l'a même entendu dans les premières paroles. Dans les premières paroles, je vais y revenir dans quelques instants. Juste vous dire que lors de son premier grand spectacle en 1980, il est arrivé sur scène maquillé de blanc et vêtu de noir. Il a obtenu un énorme succès tant critique que public. Guidoni se dévoile enfin tel qu'il en est lui-même avec ses blessures et ses angoisses. D'ailleurs, il n'hésite pas à chanter des chansons qui sont très difficiles, où se dégage un relent de sexe et de mort. Tout ce qui est difficile l'intéresse, la honte du mur de Berlin, par exemple, ou encore même le sadomasochisme dans sa chanson qui s'appelle La Punition. C'est un artiste très, très aimé en France. Il a d'ailleurs reçu 2 fois le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, une première fois en 1981 et une autre en 1987.
Concernant la chanson d'aujourd'hui, N'oublie jamais qui tu es, allez entendre ça sur YouTube, c'est vraiment magnifique. Il a fait cette chanson-là en 1995. C'est paru sur un album qui s'appelle Vertigo. Alors, l'histoire est celle, vous l'aurez remarqué par les premières, le début du texte, celle d'un homme qui rend visite à son ami mourant du sida à l'hôpital. Alors, malgré la tristesse du sujet, on sent beaucoup de douceur dans la mélodie et le texte, comme si le chanteur avait fait la paix avec ses démons du passé. Je ne vais pas vous lire la totalité du texte, mais je vais vous lire quelques extraits. Alors, on a entendu le début, et là, il dit « C'est dans une chambre d'hôpital, traqué par un mal infernal, que tu viens pour te faire la malle, toi dont j'entends le cœur qui râle, qui saigne, qui veut encore aimer, mais n'oublie jamais qui tu es. Alors, tu croyais qu'on te disait « Faut-il mentir pour mieux rêver? Un virus, ça n'a pas de forme. Il est venu pour que tu dormes, toi qui toujours vécu hors norme. Le texte se déroule comme ça jusqu'à la fin et je veux juste vous la lire parce qu'il dit « le jour où je te rejoindrai au pays des hommes couchés, là-bas entre vent et marée, nos larmes on les aura séchées, on oubliera qui on était, on oubliera qui on était. » Ah mon Dieu, ça parle beaucoup. Ouais. Puis là, je vous lis juste quelques extraits, mais allez vraiment lire le texte et entendre la chanson. Puis je pense pour surtout ceux et celles qui n'ont pas vécu les années 80 comme nous l'avons vécu, toi et moi. Exact. Donc, je recommande, puis d'ailleurs, on va en reparler, mais je recommande aussi la pièce « N'essuie jamais de larmes sans gants » qui va être jouée ici à Montréal, en fait, finalement, au Théâtre du CEP en décembre. On va certainement reparler dans la prochaine saison. Et je pense que là, on a vraiment sûrement le temps de se rappeler ce que c'était parce que je pense que les gens oublient. Là. On oublie. Puis moi, je ne peux pas oublier parce que moi, j'ai fait mon coming out en plein dans l'arrivée du sida en 1983. Imaginez. Même chose que moi, puis je l'ai attrapé pareil. C'est agréable de dire ça à nos parents. Je suis gay et le sida arrive en même temps. Oh là là, quelle époque. Alors, Jean Guidoni et Michel Legrand. Donc, ils ont uni leurs talents sur l'album Vertigo. C'était pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Legrand en compose d'ailleurs toutes les musiques qui se marient avec des thèmes récurrents du répertoire de Jean Guidoni, donc le sida, le mensonge, l'intolérance, mais aussi l'humour. Mm-hmm. Le duo Legrand-Guidoni d'ailleurs se retrouve au Casino de Paris pour un spectacle du nom de « Comment faire partie de l'orchestre » qui a été chaleureusement salué par la critique. Donc, un artiste à découvrir, comme je vous dis, il a publié 16 albums, 6 albums en concert, plusieurs compilations. Donc, dommage. Je pense qu'il n'est pas venu souvent au Québec, peut-être même qu'il n'est jamais venu. Il faudrait vérifier. Il est temps qu'on change ça. Mais il serait temps qu'on change ça. Exact. On écoute un autre extrait musical, puis on en reparle. Excellent. Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. Tu tisses des étoffes de joie, avec tes rires, avec ta voix. Tu fous le feu à mes combats, je ne sais pas qui gagnera, ma peur. On reconnaît cette belle voix. Notre cher Pierre Lapointe. Oui. J'ai pas pu m'empêcher d'en parler quelques fois depuis le mois de septembre. 3 fois. Je vais pas exagérer. Mais on l'aime tellement. On l'aime tellement. Ben et oui. c'est qu'il a beau être gay et s'afficher, c'est qu'il en parle. Tu sais, il y a des artistes comme par exemple Ariane Moffat. J'ai pas parlé d'elle, c'est pas parce que je l'aime pas, mais il n'y a pas vraiment de chansons dans lesquelles elle parle du sujet LGBTQ+. Alors, je voulais aussi terminer la saison avec cette chanson-là parce que c'est une chanson, tout simplement, une belle chanson d'amour, optimiste, joyeuse, douce, sensuelle, un brin érotique et coquine, et que je trouve que ça fait du bien aussi de parler d'autre chose que des problèmes et de tout ce qui est négatif. Hein? Oui, parce que bon, on a 1 heure d'émission, puis j'essaie de consacrer au moins un petit 5% de temps en temps positif, parce que des fois, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Ouais. Il y a beaucoup de défis à relever, il y en aura toujours, malheureusement, mais bon. Alors, dans le texte, ce qui me fait rire, c'est que c'est la dualité que met toujours Pierre Lapointe dans son écriture. Alors, quand il dit, par exemple, on sent qu'il est avec un gars très masculin, très viril, probablement un bear, barbu, poilu et tout ça. Et là, il dit, ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Par tes mouvements animés de cette douce sensualité, je suis silencieux, fasciné. On sent
toujours cette espèce de petit côté comique qu'il veut rajouter. Tu sais, c'est beau, un homme probablement hein, avec sa barbe virile masculin, mais pourquoi pas qu'il se met du beau vernis à ongles. Ben oui, s'il est capable de le faire. S'il est capable de le faire, pourquoi pas. Alors, vous irez voir le vidéoclip, ça je vais vous en parler. Allez voir ça sur YouTube parce que c'est charmant et très romantique. La réalisation artistique a été faite par le groupe Bien à vous Studio. Et il y a un très, très joli comédien qui joue avec Pierre dans le clip. Il est charmant à souhait. Il s'appelle, j'espère que je le prononce bien, Sousil Sharma, Ouais. probablement d'origine indienne. Oui. Ou en tout cas, c'est ce dont il a l'air. Parce que le titre de la chanson, c'est Le monarque des Indes. Hein? J'oubliais peut-être de le mentionner. Oui. Et pour plus d'infos, évidemment, je peux vous dire que Le monarque des Indes, donc, c'est une chanson qui est parue en 2019 et elle figure sur l'album Pour déjouer l'ennui, un disque qui est apaisant et enveloppant. On n'aura pas le temps de parler des autres icônes de nos communautés. On est avec Dalida et compagnie. Oui. On y reviendra peut-être dans une autre chronique. Mais nous, c'est la dernière de la saison. Oui. Puis je pense que pour la prochaine saison, tu vas changer. Tu vas nous parler d'autre chose. Oui, je vais vous parler de cinéma. Et ça, c'est un sujet qui est large, très, très large. Je n'ai pas fini de vous parler de cinéma. Je pense que ça, si tu es là pour plusieurs années, là, je serai peut-être là moi aussi. Ah, ben on espère d'être là aussi longtemps qu'on peut, que la santé le permette et aussi que la direction ici soit toujours intéressée Exactement. par une émission comme la nôtre. Mais effectivement, il puis je vais recommander aux gens, là, j'espère que je vais me rappeler À tout perdre et Il était une fois dans l'Est. C'est un livre qui est paru aux presses de l'Université McGill par Julie Vaillancourt, Julie Curly, qui fait la musique thème de l'émission. Je devais l'inviter à cette émission aussi, mais je vais l'avoir cet été lorsque je vais animer les émissions quotidiennes. Très Je bien. vais l'inviter à ce moment-là dans le cadre de la fierté. OK. Donc, oui, le cinéma a beaucoup à dire sur nos communautés. Tout à fait. On va parler de ça dès septembre. Ben, bon été. Bon été à tout le monde. Merci. En bref, Les députés russes ont approuvé en première lecture une loi interdisant le changement de genre de façon chirurgicale ou à l'état civil. Le projet de loi établit une interdiction totale des interventions médicales visant au changement de sexe et à l'enregistrement à l'état civil des changements de sexe sans intervention médicale. Le texte prévoit des exceptions permettant ce type d'intervention chirurgicale dans les cas d'anomalies congénitales chez les enfants dans la formation de leurs organes génitaux. Ces opérations médicales d'exception devront toutefois être validées au niveau gouvernemental selon le projet de loi. En parallèle du conflit en Ukraine, les autorités russes ont accéléré la promotion d'une politique conservatrice en matière de mœurs en association avec l'Église orthodoxe au nom des valeurs traditionnelles face aux Occidentaux présentés comme décadents. Depuis 2013, la législation russe interdit la propagande homosexuelle, un terme vague qui offre aux autorités un large champ d'application. Source Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Et c'est la dernière chronique de la saison aussi de notre chronique Voyage. C'est toujours Pascal Chalmel qui est propriétaire et agent de voyage aussi de lgbt.ca Voyage. J'espère que je ne me trompe pas. Non, voyage.ca. Et mon Dieu, je savais que je n'allais pas me tromper aujourd'hui. Allô Pascal? Bonsoir, ça va Alors, bien? oui, ça va bien, ça va bien. Ben là, on termine l'émission et la saison avec toi et je fais rire les gens parce que moi, je pars en vacances d'été, mais on va parler de vacances d'hiver, nous, juste pour faire changement. Oui, Alors, pourquoi on Oui, parle de vacances d'hiver? bon, question de bien se préparer. Je dirais qu'en ce moment, bah, c'est sûr, en plus avec la température adéquate un petit peu en ce moment, il fait pas très beau. Donc, c'est le fun de penser à long terme. Ouais. Donc, si je regarde avec plusieurs de nos fournisseurs ici, il y a des belles promotions. Jusqu'au mi-juillet à peu près, il est temps de réserver ses vacances d'hiver. Et je dirais aussi que la revanche du voyage est vraiment à nos portes, si on veut. Les gens veulent voyager. Et je peux remarquer qu'ils réservent beaucoup d'avance en ce moment parce qu'il y a des belles promotions. Et pour les gens qui désirent en profiter, c'est le temps de réserver pour l'année prochaine parce qu'il y a des belles économies à faire déjà. Donc, on parle de Il y a des vacances qui commenceraient genre novembre jusqu'à la fin de l'hiver, c'est ça? Pour la saison 2023-2024, de novembre jusqu'à la fin de la saison d'hiver, si tu veux, Ouais. les promotions, les
les grossistes en ce moment ont mis des promotions en vigueur avec plusieurs choses qui sont intéressantes pour les gens qui veulent réserver d'avance. Ils ont les garanties de baisse de prix, par exemple. Ça, c'est un point qui peut être intéressant pour quelqu'un qui va réserver d'avance. J'allais poser la question justement parce que qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un réserve, je sais pas, un voyage quelque part à Puerto Vallarta, parce que c'est une belle destination gay, par exemple, et se rend compte qu'il a payé 300 $ de plus qu'il peut trouver peut-être plus tard. Donc, il y a une garantie qui va être, ça va être le prix qu'on va lui donner, c'est ça? Exactement. Tu as le droit à une fois, par exemple, de l'heure de ton achat, quand tu achètes le produit avec la garantie de baisse de prix qui est incluse. En ce moment, plusieurs fournisseurs l'incluent, cette garantie qu'on doit payer généralement. Donc, si tu arrives une fois dans ton voyage à travers la date que tu as acheté versus ton départ, que ton prix, tu sembles que tu veux économiser comme 200-300 $, la garantie va s'appliquer, donc, et le fournisseur va baisser ton tarif du prix que tu vois au jour même. Mais tu as le droit à une fois, bien entendu. Tu sais, si le prix descend plusieurs fois, tu as le droit à une fois. Donc, il faut bien surveiller les prix, se mettre des alertes peut-être. Mais c'est quand même des fois intéressant, hein. J'ai plusieurs clients qui l'ont utilisé dans les années précédentes et ça peut être intéressant. Le dépôt aussi, en ce moment, les dépôts avec plusieurs fournisseurs, le dépôt est réduit, si tu veux. Donc, la personne qui n'a pas forcément l'argent pour mettre le 250 $ de dépôt, en ce moment, beaucoup de dépôts sont à 100 $. Donc, ça permet de planifier aussi son voyage. Et dans les inclusions aussi, certains fournisseurs offrent une promotion sur les primes d'assurance annulation, si on veut. Par exemple, si on parle de Air Transat, ils ont des assurances que tu peux acheter qui te permettent d'annuler ton voyage et d'avoir une promotion. En ce moment, eux autres, ils ont une promotion que l'assiette assurance coûte 50% de réduction. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir le dépôt réduit, vous avez aussi un crédit avec plusieurs fournisseurs en achetant de bonheur. Vous avez un crédit de 50 $ qui est remis automatiquement pour un prochain voyage. Donc, c'est des petites inclusions qui sont peut-être intéressantes à voir, hormis le fait que de planifier d'avance avec le post-pandémie, je trouve que c'est intéressant. Là, par contre, ça s'adresse à des gens qui peuvent planifier, qui sont capables de planifier leurs vacances tôt, parce que si on planifie des vacances je sais pas, moi, en janvier, puis tout à coup, bang, pas moyen d'avoir des congés, là, ça commence à être un peu compliqué, là, mais ça, faut être capable d'avoir cette flexibilité-là. Là. Exactement. Je parle des gens qui disent, bon, ben, l'année prochaine, moi, j'en ai eu plusieurs clients ces dernières semaines qui veulent aller à Vallarta pendant l'hiver, qui ont déjà leur congé de vacances. Ouais. Donc, je dirais que ils ont réservé déjà parce que d'une chose, ils ont déjà le réservé tôt, ils ont les promotions. Et bon, pour certains hôtels spécifiques, je dirais, vous savez, pour la clientèle gay, comme on dit, certaines destinations sont plus intéressantes, donc déjà plus en demande. Donc, si on attend trop, ben bien souvent, tu as des hôtels, je fais référence à certains hôtels à Vallarta comme le Tropicana, San Marino, tous ces hôtels-là. Si tu arrives au mois de décembre, tu n'as plus de place, c'est complet. Donc, si quelqu'un a dans chaque année la répétition de retourner au même hôtel, c'est peut-être intéressant de réserver de bonne heure, puis de pas se ramasser non plus avec des prix qui vont être au contraire, la demande, l'achat, l'offre et la demande, si on veut. On remarque que les prix augmentent en ce moment, sont quand même relativement assez élevés. Et plus on va attendre avec certaines destinations, plus ça risque d'être cher. Ben justement, j'entendais ce matin une entrevue avec le président, le nom m'échappe, mais c'est le président d'Airbus ici au Canada, parce qu'il y a le salon de l'aviation qui a lieu présentement, le Bourget en France, et on prévoit là, que la demande de nouveaux appareils, ça va doubler là, d'ici quelques années. Ils n'arrivent pas. Donc, on manque d'appareils, il y a un manque de personnel. Donc, les voyager coûte plus cher un peu en fonction de tout ça. Il faut que... C'est ça. Oui, effectivement, l'essence, rien que l'essence au départ, c'est sûr que ça coûte plus cher. Moi, je regarde des prix versus ce que les gens ont payé, bon, avant pandémie ou quoi que ce soit. Faut calculer dans ton budget facilement à 200-300 $ de plus. Si on regarde, c'est sûr que bon, l'impact, bon, effectivement, la restructuration, il y a des fusions aussi qui se passent dans les compagnies aériennes, comme on peut regarder en ce moment, WestJet, Sunwing, ils sont en train de se fusionner pour devenir une compagnie. Donc, WestJet vient de racheter Sunwing. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres ailleurs? C'est sûr qu'il y a un grand mouvement et une petite capacité, hein, on dirait au Québec, je dirais que la capacité au niveau des transporteurs versus des pays européens avec les low cost,
Ici, on a un plus petit, on n'a pas un gros choix au niveau du voyage dans le sud. Là, je dirais, les gros joueurs sont Air Canada, Vacances Air Canada, on a Air Transat et puis on a Sunwing. Après ça, donc oui, je conseille de planifier tôt cette année. Je dirais que les gens qui veulent de le regarder de bonne heure. Puis il y a des belles promotions, alors d'en profiter. Tu sais, Ben, justement, parlons de ces destinations qui sont de prédilection pour nos communautés. Là, j'ai parlé de Puerto Vallarta. Quelles autres destinations doit-on peut-être réserver plus tôt que d'habitude là, pour être certain d'avoir une chambre, un vol? ben, beaucoup le Mexique. C'est sûr que le Mexique, là, il y a un très beau, je vais en parler parce que il y a un spécial pour la communauté. Puis je voulais en parler. Il y a une promotion en ce moment. Il y a le Chill Out qui est revenu pour le mois de janvier. Le Chill Out, l'événement de Vacances Air Canada est revenu pour le départ le 26 janvier cette année. C'est vraiment une fête pour la clientèle gay, là, et c'est vraiment extrêmement bien fait. L'année passée, ça a été rempli de bonheur et même beaucoup de gens voulaient avoir à des places. Donc, le Mutu Rainbow à Cayo Coco, par exemple, pour le 26 janvier, en ce moment, il se vend beaucoup. Puis je dirais que les gens qui veulent participer à cet événement, de se dépêcher parce qu'il restera plus beaucoup de place. Après, pour les destinations, c'est tout ce qui est côté Pacifique. C'est toujours intéressant au niveau de la température. Donc, c'est des destinations qui sont toujours en demande. On parle aussi des Caraïbes un peu. Bon, les Cuba, les destinations régulières. Moi, je pense que quelqu'un qui veut aller dans le sud l'année prochaine est mieux quand même de regarder, à moins de vouloir de pas avoir beaucoup de choix. Je dirais que de regarder pour n'importe quelle destination, ça peut être intéressant de réserver de bonne heure cette année. Moi, Pour pas se ramasser le bec à l'eau. Oui, j'avais quand même, je t'en avais glissé un mot. Moi, j'ai eu certaines réservations vis-à-vis Cuba. Je suis allé cette année. Parce que Cuba fait face à d'énormes pénuries. Est-ce qu'on a entendu parler si ça s'était amélioré là, depuis le temps? Écoute, moi, je te dirais que c'est le gros de mon marché. Je te dirais que pour la saison hiver, cette année, c'est sûr qu'on va, comme on a déjà dit dans une chronique, d'aller à Cuba pour la nourriture. C'est pas la destination pour ça. Mais tu vois, moi, j'ai peut-être vendu 200-300 passagers pendant la saison hiver. Et je te dirais que les gens, une fois qu'ils sont bien prévenus puis qu'ils savent que, bon, il peut y avoir des manques. Oui, il peut y avoir des manques. Mais sur certaines destinations aussi, on parle aussi, si je voudrais parler 2 minutes de Cayo Largo aussi, qui est une destination qui est desservie par Sunwing, mais la nourriture arrive du Québec. Donc, ces hôtels-là ont moins de pénurie. Mais c'est sûr que Cuba, comparativement à d'autres destinations, elle est toujours un peu 200-300 $ de moins. Donc, c'est sûr que tu peux pas avoir la nourriture d'un hôtel 4,5 à Punta Cana ou d'un hôtel sur la Riviera Maya à Cuba, mais si tu y vas pour les plages, si tu y vas pour le peuple, si tu y vas pour du soleil, c'est largement bien. Puis bon, tu manges moins, tu as moins de variété, mais tu manges toujours. Moi, j'ai pas un client durant ma saison hiver, et Dieu sait que j'en vends beaucoup parce que c'est une destination ouverte pour la communauté. Oui. Ils sont très ouverts. Maintenant, tu sais, même on parle de la Havane, tout ça, c'est très ouvert. Donc, si on limite ces choix-là, c'est sûr, si un client qui te dit je veux pas aller à Cuba, ben, tu te limites beaucoup de place. Ouais. Mais c'est sûr que quand on le vend pas pour la nourriture, on le vend pour le reste de ça. C'est ça, exactement. Oui, parce que Cuba est quand même très ouverte comme communauté. Le mariage, c'est un tout inclus, c'est le cas de le dire, à Cuba. Oui. Pour les droits. Oui. Ouais. Tout à fait. Et sinon, ben, il y a le Mexique. Et puis sinon, ben, écoute, on voyage. Et puis, ceux qui peuvent se le permettre, parce que voyager, c'est pas toujours tout le monde qui peut se le permettre. Alors, c'est clair que ceux qui le peuvent, ben, en profitez-en. C'est des chanceux dans la vie, là. C'est quelqu'un qui peut prendre un avion, là, c'est un chanceux, là. Puis, je dirais que c'est un privilège. C'est un privilège. Ben, c'est un privilège, Pascal, de pouvoir te parler régulièrement de voyage et de donner tes bons conseils pour nos communautés. Donc, on réserve tôt, on va se prévaloir d'une assurance pour si le voyage coûte moins cher. Et aussi, une assurance annulation, c'est toujours une bonne chose à faire aussi. Toujours bien s'assurer, ça c'est le plus important. Et puis de l'assurance pour là-bas sur place si on est malade, toujours important. Bien, merci beaucoup, Pascal. Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, on se retrouve probablement dans la prochaine saison. Pas de problème. Bye. Bye.
Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 19 juin 2023. Comme le disait tout à l'heure Donald Bilodeau, ça fait 10 mois qu'on fait cette émission-là, ça passe vite. Nous allons prendre une pause jusqu'au 11 septembre 2023. On va revenir à ce que je sache, même case horaire et même diffusion et même site de téléchargement pour notre version balado. Je vous dis que d'avoir un micro, c'est tout un privilège. Ça fait quand même plus de 40 ans que je travaille comme journaliste, comme artiste, comme animateur. Et d'animer une émission, d'avoir un micro, c'est un privilège. Et j'espère l'avoir utilisé à bon escient. Alors, je vous remercie tout le monde de votre fidélité, de votre soutien. N'hésitez pas à nous communiquer. Et je remercie rapidement l'équipe France Dauphin, Maurice Bolduc, Julie Curley, Gerly Omelette, Jean-Sébastien Laliberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. On se revoit donc le 11 septembre. D'ici là, je serai à l'émission au quotidien pendant 5 semaines à compter du 24 juillet.